Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, un studio de développement tech pour les entrepreneurs à l'origine de ce projet Open Startup. J'ai le plaisir de partager des conversations avec des entrepreneurs et plus largement des acteurs de l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'accueille Elodie Sarfati, fondatrice et dirigeante de la startup PeopleIn. On parle ensemble de recrutement, de la fin peut-être un jour du CV et de la lettre de motivation, de son parcours qui est plus diversifié que atypique, et en quoi cela est une force et cela lui a inspiré son projet d'entreprise. Car c'est là toute la mission de PeopleIn, qui propose aux entreprises un outil de recrutement innovant basé sur des tests de compétences et des cas pratiques. Cela permet d'atteindre des profils différents, car il y a moins de biais cognitifs, les résultats sont anonymisés, donc il y a moins de discrimination, et cela fait, in fine, plus de diversité au sein des entreprises. Bonne écoute. Bonjour Elodie. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui nous écouteront ici là pour la première fois. Je suis ravi de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de recrutement ensemble à travers ton parcours, parce que tu fais partie des parcours, c'est un mot-clé qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, les parcours dits atypiques. Donc c'est justement aussi toute la mission de PeopleIn. Tu vas nous raconter tout ça là, dans les prochaines minutes. Mais avant tout ça, je vais te demander pour commencer, si tu le veux bien, par te présenter. Oui, Elodie Sarfati, société PeopleIn. J'ai fondé PeopleIn il y a presque 4 ans maintenant. PeopleIn a effectivement pour mission d'aller présélectionner des candidats sans CV via des cas pratiques en ligne de l'assessment. Donc effectivement, de repérer, pourquoi pas, des profils atypiques qui seraient passés à travers la présélection sur CV. Ok, donc là, direct, tu as le même syndrome que tous mes invités et je t'assure que c'est tout à fait normal, c'est de te présenter en présentant quasiment uniquement PeopleIn. Mais raconte-nous, toi, qui tu es, Elodie. Ce qu'il faut dire, c'est que PeopleIn, c'est une société qui est basée en Provence, mais je crois que t'es pas originaire de là-bas. On en reparlera d'ailleurs peut-être un peu plus tard, vers la fin de l'épisode, mais quelle formation, d'où tu viens? Parce que je dis que tu as un profil atypique et en effet, c'est vrai que moi, en préparant l'entretien, j'ai vu que tu avais fait de tout. Tu avais eu une formation en maths, ensuite tu as fait du journalisme, du conseil, du média, enfin bref. Est-ce qu'il y a des choses dans ce parcours-là qui t'ont forgé plus particulièrement, que tu as besoin de nous partager, qui t'ont amené à cheminer jusqu'à aujourd'hui? Ouais. En fait, je pense que tout m'a amené à cheminer jusqu'à aujourd'hui. Concrètement, j'ai un parcours diversifié. Alors, je pense qu'il y a 10 ans, on pouvait parler d'un parcours atypique. Aujourd'hui, franchement, je suis pas sûre. Ok, C'est un peu, finalement, classique aujourd'hui de voir des parcours comme le mien je suis et c'est d'accord. tant mieux. Mais ce qui m'a vraiment forgée, bon, déjà, clairement, je pense que c'est d'avoir grandi en banlieue parisienne, dans une Mhm. banlieue, plutôt, pauvre, dans une banlieue plutôt, hem, pleine de mixité, Ok. quelle qu'elle soit. Et donc effectivement ça m'a vraiment forgée, concrètement, oui, j'ai grandi, à Villiers-le-Bel, dans les quartiers, qui étaient des quartiers difficiles, ça, c'était vraiment une grande richesse pour moi, déjà, ça, c'est certain. Ensuite, j'ai eu la chance d'être, accompagnée, d'un point de vue, familial, sur, des thématiques telles que: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» Et bah: «Fais ce que tu veux ma fille». Mhm. Et ça, c'était assez enrichissant pour moi parce que j'avais la possibilité de faire des choses, j'avais envie de tout faire. Et bah, j'ai un peu fait tout, en fait, c'est ça. J'aimais les maths, mais typiquement, ça a commencé dès le lycée, hein. J'ai fait une option théâtre, donc je suis allée très loin de ma maison à 16 ans parce que je voulais faire du théâtre, mais en fait, finalement, j'ai fait une première scientifique, donc je suis revenue à côté de chez moi parce que j'avais peur de m'ennuyer et je voulais faire des maths. Donc ça a commencé, ça a été un peu ma vie, donc j'ai fait des maths effectivement, à l'université. Et puis finalement, je suis revenue, à ce que je voulais faire, c'est-à-dire du journalisme. Mhm. Je voulais pas faire des études longues, en fait. J'étais fatiguée des études, donc j'avais décidé de faire un DUT. Et puis, j'ai travaillé dans la communication suite à ce DUT de journalisme. Et là, je me suis un peu retrouvée bloquée par ces études courtes. Et ça m'a vraiment forgée, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvée dans des missions qui étaient celles de postes à responsabilité, Mhm. mais dans lesquelles on pouvait pas me donner vraiment les responsabilités parce que j'avais pas un niveau bac+5. Ok. Donc je pouvais faire le travail, j'étais là pour faire le travail d'ailleurs,
Mais en fait, j'allais pas vraiment au bout de ce poste et j'ai compris qu'en fait, j'aurais pas forcément, jamais le niveau, de responsabilité que j'espérais. Mais c'était dû à quelque chose de systémique, du style, quand tu es dans telle entreprise, tu fais pas partie de telle grille d'études, donc t'as pas telle responsabilité, tel salaire, ou alors c'est plus quelque chose qui est de l'ordre du culturel, sociétal, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Je pense que là, on était vraiment sur du culturel parce que Ok. j'étais pas dans une très grosse entreprise, qui avait des grilles, ultra définies. Mhm. J'étais même rentrée un peu au forcing parce que justement la société, faisait passer des cas pratiques, Ok. en entretien, en recrutement et ça avait bien marché. Donc du coup, Oui, j'étais un peu c'était dit, ok, rentrée, elle a pas forcément le CV qui va, mais bon, elle a déchiré le cas pratique, donc c'est faisons-lui ça confiance. et j'avais même fait de la sous-traitance, en fait, en rédaction pour eux. Mhm. Donc ils connaissaient un peu mon travail, donc voilà, je pense que c'était, je pense que vraiment c'était un peu culturel et en fait, je pense pas que c'était propre à cette entreprise, hein. Je pense que Ok. si je me suis retrouvée dans une situation où j'avais l'impression que c'était un peu finalement toujours le cas et en fait, je me suis réveillée, en fait, en me disant: «Mais en fait, on m'a pas prévenue». J'étais dans un lycée, dans un quartier, dans lequel on m'a pas prévenue qu'il fallait que je fasse une école de commerce pour que j'arrive à des postes, qui m'intéressaient et j'étais pas au courant, en fait, vraiment. Parce qu'en fait, l'école de commerce, j'aurais pu la faire. J'avais le niveau pour la faire. J'avais pas trop envie, je voyais pas à quoi ça menait, j'avais pas vraiment envie de faire des études longues. Et là, ça a été le déclic. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire si je suis bloquée comme ça, alors que moi, j'ai juste envie de prendre mon envol, finir par faire du management, gérer des choses. Et là, il s'est passé que j'ai repris des études Ok. et qu'en même temps, j'ai monté une société avec ma mère qui avait eu une bonne idée, mais qui n'avait pas l'envie et la force, je pense, de monter une société, puisqu'elle était vraiment experte d'une thématique et elle surfait sur une vague législative. Et moi, j'ai dit, bah ok, je vais la monter la société, puis en même temps, je vais faire un master. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'était un super cas pratique en parallèle du master de mettre directement les mains dans le cambouis. C'est ça. Et puis c'est surtout, je pense que c'est là où j'ai aussi pu faire l'expérience de la gestion d'une boîte et savoir, et ça m'aura servi pour la suite, qu'en fait, quand on commence une expérience comme ça, déjà, il faut s'attendre vraiment à être fatigué, c'est-à-dire qu'on va tout faire, tout faire. Si on a quelqu'un qui souhaite juste faire de diriger et juste faire de la stratégie, en fait, il n'a pas compris, je pense. Mm. C'est un autre step. Vient quand la société, elle a 5 ans dans ces cas-là et quand elle est déjà opérationnelle. Mais au démarrage, il faut tout faire. Ouais. Donc, c'est aussi ça qui est passionnant, hein, mais c'est aussi là où on prend des claques. Et c'est à Donc, ce moment-là aussi où tu t'es dit, enfin, parce que pour beaucoup, quand tu as goûté la première fois à l'entrepreneuriat avec, en effet, toutes ces responsabilités, mais aussi de l'autre côté, la liberté, la joie de construire des choses par soi-même, là, ça y est, tu t'es dit, ça y est, je suis tombé dedans et je resterai toujours entrepreneur. eh ben non, parce que c'est pas ce qui s'est passé au Et, final. Et alors, il faut dire aussi que quand j'ai créé cette société, que j'ai repris mes études, j'avais 25 ans. mhm, 25-26 ans, donc c'est assez épuisant de créer une société, de reprendre des études, puis en même temps, de temps en temps, de faire des petits boulots quand même, parce que ça suffit pas pour vivre. Donc c'était assez fatigant. Et au bout de 3 ans que j'ai validé mon master, que j'ai monté, et que finalement ça marchait un peu, mais il fallait prendre une décision. C'était se dire, est-ce que finalement j'ai envie de faire ça de manière opérationnelle toute ma vie, c'est-à-dire que, mhm, enfin toute ma vie, quelques années, puisqu'en fait il s'agissait quand même d'une société qui travaillait dans les établissements pour personnes âgées. ouais, Et donc du coup, je me suis retrouvée à faire aussi de la gestion de projet dans ces établissements. Parce que même si j'en étais pas l'experte, je devais aller dedans, faire des audits, enfin. Et au final, je me suis dit: «Mais je me vois pas faire ça 5 ans, en fait. C'est pas mon projet». C'était sympa, c'était intéressant, mais voilà, si ma mère veut récupérer, tant mieux. Si elle veut pas, tant pis. Mais moi, c'est pas mon projet. Et j'avais eu mon master entre-temps, donc et j'étais un peu, comme je vous le disais, enfin, comme je te le disais, et fatiguée. Et puis j'avais envie de mettre, en pratique et profiter de, ce nouveau diplôme. mhm, Donc en organisation et conduite du changement et du coup, je suis revenue au salariat, et ça m'a bien plu, honnêtement, de revenir aussi au salariat. Alors, je pense qu'il y a des phases, en fait. Je pourrais pas être salariée toute ma vie, je pourrais pas être à la tête d'une entreprise toute ma vie parce que c'est pas les mêmes émotions. mhm, Ça fait pas travailler, même corporellement, les mêmes sensations. mhm. Mais en fait, à certains moments de sa vie, peut-être qu'on a besoin de s'investir, pour soi, pour sa boîte et puis à d'autres,
Je suis pas moins à 100%, hein, Mmh. mais je suis, sur d'autres thématiques, j'ai moins de pression, donc Mmh. je suis peut-être aussi plus efficace à ce moment-là. Donc c'est d'autres choses, mais j'ai choisi de reprendre du coup un travail après 3 ans, à 28 ans du coup et C'est heu chouette parce et que, je te coupe, mais juste pour dire mmh. que je trouve ça hyper chouette de partager ça et de le un peu le banaliser parce que c'est vrai que c'est OK, en fait. C'est OK, on a le droit de, choisir de monter une boîte, de faire ça quelque temps, de réussir, moins réussir, de ensuite repasser sur un autre job. Je pense que c'est une discussion peut-être plus globale qu'on pourrait avoir, mais, on le voit aussi avec ce qu'on appelle un peu la freelancisation du travail où, je te vois hocher de la tête, il faut le dire aux auditeurs parce que je pense que c'est quelque chose que tu observes bien, mais on le voit, il y a des gens qui ont envie de aussi parfois travailler dans des lieux différents avec ce qu'on appelle aussi les digital nomades. Donc ouais, en fait c'est chouette que on se dise qu'il y ait plus une seule voie toute tracée, comme on pouvait l'avoir dans les générations précédentes peut-être, où on disait il faut que tu rentres dans cette boîte, puis que tu gravisses les échelons, même si c'est dur, voilà, fais ta carrière dedans et ça ira. Voilà, petit aparté, hein, désolé pour te couper. Ah non, non, mais tu as tout à fait raison, clairement aujourd'hui, c'est pour ça que je disais au début que mon parcours n'est plus si atypique parce que Ouais. honnêtement, j'ai l'impression de voir, dans les profils, d'aujourd'hui, bon moi aujourd'hui j'ai 36 ans, mais quand ça s'est passé, j'avais entre 25 et 30 ans, mais aujourd'hui j'ai l'impression que tous les gens de 25 ou 30 ans ont fait des choses incroyables et je me dis: «Mais c'est super en fait, ils sont très nombreux à avoir, eu des expériences diverses, à avoir changé de métier, de secteur, à s'être autorisés des expériences, qui leur apportent forcément des compétences. On y reviendra sûrement, mais clairement, c'est hyper important de s'autoriser ça, je suis d'accord. Alors effectivement, il y a encore des restes, quand même culturels et même structurels dans les entreprises, qui font que, bah, des parcours, tout tracés, ça fonctionne aussi Ouais. et pour le coup, ça va être aussi recherché, notamment quand on va arriver sur des métiers d'expertise. Mmh. Mais c'est plus finalement un si grand frein, que d'avoir, fait des changements et c'est tant mieux, je trouve. Top. Et du coup, bon, on va peut-être faire une accélération, mais donc tu reprends, ce job en position de salarié. Il me semble que tu reprends encore d'autres études, après, à Montpellier, c'est Oui, ça? alors ça, c'est quand j'ai créé Pipeline. C'était vraiment OK, pour accompagner la structure Pipeline. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que j'ai fait un suivi de conjoint. d'accord. J'ai quitté Paris, là où je Mmh. travaillais, là où je m'étais installée du coup après la banlieue, je m'étais installée à Paris et je travaillais à Paris et j'ai quitté Paris, j'ai fait un suivi de conjoint. Je suis arrivée à Avignon et là, bah, rebelote, remise en question. Qu'est-ce que je vais faire? Donc est-ce que je vais prendre un poste de salarié et redémarrer? Est-ce que je vais créer une boîte? J'avais aussi envie d'une vie de famille, donc j'ai vraiment hésité longuement et puis je suis vraiment je suis revenue aux bases, en fait. C'est-à-dire que je me suis encore dit que finalement, est-ce que mon CV, si bizarre allait passer? Est-ce que j'allais pas galérer pour trouver du boulot? Et puis je me suis dit: «Mais en fait, là, avec les chiffres et les difficultés de recrutement, comment c'est encore possible aujourd'hui de se demander si on va pas, galérer, à trouver un job alors que, bah, moi je me trouve performante quoi, donc moi il y a j'ai pas de problème, personnellement de confiance en moi ou autre et je trouvais ça un peu regrettable. Je me suis dit: «Mais en fait, on doit être des milliers dans ce cas» et les entreprises, elles ont 36 de CDI qui sont rompus la première année. Donc comment c'est possible qu'on en soit encore là, à l'époque du CV, que ça fait 70 ans qu'on utilise et qu'on n'a pas encore, atteint le niveau, des Anglais, par exemple, qui sont Mmh. beaucoup plus ouverts, à l'employabilité finalement, donc aux compétences et j'ai eu l'idée de créer Pipeline comme ça. Je me suis dit: «C'est OK. bon, je reprends une boîte, je crée ma boîte et je crée Pipeline». Ouais, c'est de cette phase de remise en question, de slash, j'ai envie de dire, observation, du marché, de l'emploi et cetera que, là, tu t'es mis à creuser le sujet. Ça nous fait une transition assez toute faite pour que tu nous pitches vraiment Pipeline parce qu'on a effleuré là le sujet depuis ces premières minutes. Mais raconte-nous, votre mission au quotidien, comment ça se matérialise, comment vous aidez justement ces entreprises-là? Ouais. Alors Pipeline, effectivement, le but de départ, hein, de Pipeline, l'idée, la mission principale de Pipeline, c'était, d'aider les entreprises, à aller choisir, présélectionner des candidats sans CV. Mmh. L'idée, c'était de se dire qu'aujourd'hui, cette présélection,
elle est trop pleine de discrimination et Mhm. de biais cognitifs aussi, hein. Donc ces fameux biais qui font que, bah, on a tendance, mais une tendance naturelle, c'est même pas, un fait exprès ou autre. On a une tendance à aller vers des profils qu'on comprend tout simplement ou qui nous parlent parce que c'est des études qu'on a faites ou parce que c'est des villes qu'on connaît, enfin et du coup, on a cette tendance à aller vers là et du coup, ben, on s'est dit: «Il faut vraiment trouver une solution pour se passer de cette présélection-là, comme celle-ci». Ça ne veut pas dire que le CV doit jamais être vu. On peut en Mhm. discuter par la suite, bien sûr. On peut se voir en entretien et comprendre, tout chaque étape, de ce CV. Mais une présélection sur CV était trop aléatoire. Donc la mission de Peoplein était d'aider, à faire autrement et pour moi, la meilleure des solutions, c'était le cas pratique. C'est vraiment l'assessment, donc c'est la mise en situation qui aujourd'hui arrive, enfin qui à l'époque en tout cas arrivait surtout en fin de parcours. Il Mhm. y a des mises en situation, mais essentiellement sur les 3 ou 4 candidats qu'on a déjà présélectionnés. Donc à mon sens, on s'était déjà séparés de tous ces candidats un peu atypiques, pourtant très performants et surtout très motivés. Et donc du coup, il fallait remettre cette étape-là de présélection par du cas pratique en première phase. Mhm. Et pour plein de raisons, c'était pas possible, ça n'avait pas été fait. Et on s'est dit que bah, nous, on allait le faire en proposant un service qui présélectionne via des cas pratiques en ligne. Ok, Et ces cas pratiques, bien sûr, sont sur mesure. L'idée, c'était qu'elles se soient adaptées aux besoins de chaque entreprise. top. Voilà, ça, c'est la mission générale. Après, bien évidemment, on a évolué de plein de manières différentes. Pour des raisons financières, on a fait le choix de démarrer en service pur pour que le service de recrutement alimente notre développement de la plateforme. Mhm. Donc, on crée un outil. Donc, au début, j'ai créé un test pour une entreprise. Donc, ça, c'était notre investissement de départ au final. Et puis, au final, l'entreprise a payé et ça m'a permis de créer d'autres tests, d'améliorer la plateforme. Puis après, de créer des outils qui me permettent de généraliser aussi quelques modules de test, quelques Mhm. exercices, quelques parcours pédagogiques, on va dire. Et au fur et à mesure, on a créé un outil qui est complètement accessible à nos clients, qui permettent aux entreprises de se connecter, d'étudier leurs candidats, de vérifier leurs résultats. Et c'est comme ça que, du coup, aujourd'hui, on évolue et on passe vraiment en mode outil. Mais le point de départ, c'était vraiment un service, comme un cabinet finalement de recrutement assez classique, qui recrute de A à Z pour nos clients, mais en passant par un test. Ok, top. Hyper clair. Et puis en fait, ouais, ce que j'entends, c'est qu'avec l'outil en ligne, au final, tu disais la partie mise en situation cas pratique, ce qui certainement était un vrai frein, c'est peut-être tout l'aspect logistique à organiser cela, parce que les mises en situation, elles se faisaient peut-être sur le lieu de l'entreprise, ou alors il y avait des allers-retours à faire par email, en disant je t'envoie le test, tu me le renvoies, etc. Là, au final, tu as ton outil de suivi et puis tu peux un petit peu regarder l'ensemble des candidats. C'est ça, hein, c'est avec un vrai tableau de bord. Oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a digitalisé le cas pratique. Ouais. Donc effectivement, quand on le passait sur place, ce qui est encore le cas, hein, c'est d'autres d'ailleurs, on peut voir d'autres choses, hein, sur place, hein, c'est pas du tout, incompatible. Mais en tout cas, on a digitalisé cette étape, ce qui fait qu'on peut la mettre, et la faire passer à 100 des candidats. Ce qui Mhm. n'est évidemment pas possible quand c'est sur place et sur un lieu de travail, parce qu'on ne peut pas dire à tous les candidats qui le veulent, venez passer le cas pratique, venez faire notre mise en situation. Est-ce que c'est valable pour tous les types de secteurs d'activité ou alors est-ce que parce que au final tu vois moi tout de suite là je pense il y a peut-être des métiers où c'est vraiment de l'humain pur ou tu vois dans des cas pratiques peut-être de d'argumentaire, de vente, etc. où il y a vraiment besoin de cet échange. Comment ça se passe dans ces cas-là? Tu passes quand même un petit test en ligne avant pour peut-être les fondamentaux et donc ça te permet de sélectionner uniquement le meilleur candidat pour faire ton second cas pratique? Je te vois sourire. Ah, oui, c'est marrant parce qu'en fait, c'est presque l'inverse de ce Ok, que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, là où ça va pas très bien marcher, au final, c'est sur les métiers d'accord. d'expertise. Parce qu'en fait, sur les métiers d'expertise, on va se retrouver à faire du QCM, en fait, et c'est pas très Mhm. intéressant ou au final, un CV fait assez bien l'affaire. Mhm. C'est-à-dire que quand on va chercher un expert d'un métier, effectivement, bah, dans tous les cas, il faut qu'il ait fait ça ou il faut qu'il ait le bon diplôme. Donc, on n'a pas un grand intérêt sur les métiers d'expertise, qui souvent, en plus, sont des métiers en tension. Donc, le test n'est pas forcément très adapté. Là où on est très efficace, au contraire, c'est sur les métiers où il y a beaucoup de soft skills. Donc, c'est compétences qui sont liées au comportement. Donc, typiquement sur de la vente, sur du conseil, là, on va être hyper efficace parce que dans nos modules de test, en fait, il y a plein de choses qui nous permettent d'évaluer ça.
Bon, déjà, évidemment, on a de la vidéo et de l'enregistreur audio. Donc, le candidat doit à un moment donné s'enregistrer sur un contexte qu'on lui aura fourni. On a plein de modules, donc des QCM, des actions à prioriser, des textes à écouter, des pièces jointes à fournir si besoin. On est en train de développer le module dessin. Donc, tout est possible et imaginable pour mettre en situation le candidat et le faire travailler dans une situation qui pourrait être une situation réaliste. On a des timers qui s'écoulent, des mails qui s'affichent qu'il faut traiter. Enfin, donc on a vraiment plein de possibilités pour le faire travailler sur ces compétences qui sont des compétences comportementales. Génial, ça me fait ouais, ça donne envie de tester en tant qu'entreprise quand tu dis ça, parce que c'est vrai que moi je vois vraiment cet aspect plus logistique, surtout je pense dans des PME ou des entreprises qui n'ont pas forcément un service RH, etc. Ça doit être un vrai accélérateur parce que voilà, t'as cette partie-là qui est dans un outil dédié. Est-ce que aussi, j'ai envie de dire, vous proposez un peu des gabarits et des modèles en disant, ben moi je suis dans tel secteur d'activité, je recherche tel type de poste. Eh bien vous avez déjà quelques modèles à lui fournir pour ces tests-là? En fait, ce qui va se passer en toute transparence, c'est que nous, on a travaillé des modèles en interne. Ok. Parce qu'effectivement, on va personnaliser chaque cas pratique. Mhm. Mais évidemment, pour ça, selon les compétences, on a déjà travaillé des pédagogies. Donc, on a quelques modèles en interne de typologie de parcours, en fait, qu'on va demander aux candidats. Et ça, c'est notre travail en interne, effectivement, et qu'on continue, hein, parce qu'on n'a pas vu toutes les compétences encore aujourd'hui. Mais c'est effectivement notre travail en interne. On est en train de développer quand même, en particulier, 3 types de compétences qui seraient du cas pratique vraiment pas sur mesure et totalement prêt à l'emploi. Mais dans tous les cas, ça aura vite ses limites parce que le principe du sur mesure, il n'est pas seulement d'être à l'image de l'entreprise, il est aussi que le candidat découvre un nouveau test à chaque fois. Et Mhm. ça, pour la pérennité du recrutement, bah, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, c'est bien pour l'image de l'entreprise, mais aussi parce que le candidat, il va à chaque fois être dans une nouvelle mise en situation. Donc, même si c'est des typologies comparables, le candidat redécouvre les tests et c'est jamais connu. On fera pas un manuel du test, quoi. Top. J'entends bien que du coup, la solution, elle est en constante construction vers quelque chose de meilleur, comme toutes les startups, hein. Dès qu'on a un outil ou autre, il n'est jamais fini et on est sans cesse en train de l'améliorer. C'est quoi quand même la vision très long terme de votre produit avec Peoplein? Vous dites, on aura vraiment passé un énorme cap quand il y aura eu cette chose-là, par exemple, de développer ou tu Mmh. vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Alors, le problème, c'est que j'en ai une étape qui est hyper confidentielle Ok. aujourd'hui. Donc, celle-ci, je peux pas la donner. Par contre, il y a une deuxième étape qui est vraiment intéressante et qui est un step, qui est vraiment important pour nous. C'est, je pense, quand on aura suffisamment éprouvé les tests, Mhm. parce qu'à chaque fois, évidemment, on les réévalue, hein, c'est ce qu'il faut, on fait de la R&D dessus, hein. Donc, quand on les aura vraiment bien éprouvés et que, bah, du coup, on aura encore plus de retours d'expérience dessus. L'idée, pour nous, c'est de les mettre à disposition des lycéens, des étudiants, pour effectivement, pourquoi pas, aller faire de l'orientation. Aller chercher les talents innés, aller chercher les gens qui ont des affinités et leur dire, voilà, les aider là-dessus, pour, bah, déterminer, tout simplement leur appétence et leur niveau. Enfin, voilà, travailler sur les bilans de compétences, sur, l'orientation scolaire. Excellent ça, parce qu'au final, on n'avait pas parlé ni avant, durant la préparation, ni avant de débuter l'enregistrement, mais c'est une étape que je m'étais notée. Alors pour la première, hyper confidentielle, bah, faudra qu'un jour, bien On en plus reparlera. longtemps, voilà, on refasse un enregistrement pour le savoir. Et puis sinon, bah, j'invite tous les gens à aller suivre Pipoline si ce teasing vous a happé. Et puis peut-être que vous communiquerez dessus, je l'espère pour vous dans les prochains mois. Pour la seconde partie, ouais, concernant les étudiants. Et j'ai envie de revenir un peu sur les outils historiques que sont le CV et la lettre de motivation là-dessus. Moi, j'avoue que je suis encore partagé parce que à la fois, je suis un peu attaché à ces aimants-là parce que d'un côté, je sais que ça permet de visualiser comment la personne peut architecturer sa pensée, architecturer un peu sa motivation. Mais en même temps, je sais d'expérience que voilà, des modèles de CV, des modèles de lettres de motivation, il en existe des centaines de milliers. Donc,
je suis partagé et en même temps, je me dis aussi qu'il y a une forme de discrimination dès ce moment-là parce que c'est une vraie compétence au final de faire un CV et une lettre de motivation. Et je me dis, alors si ça se trouve, je le sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas été au lycée ou que j'ai pas trop de lycéens dans ma famille, mais c'est quelque chose qui devrait s'apprendre, tu vois, et on devrait proposer aux futurs chercheurs d'emploi que sont les lycéens à faire peut-être ces parcours-là. Donc, quel est ton avis, toi? Est-ce que tu penses que on va vers la fin du CV de la lettre de motivation un jour et que tout passera par des cas pratiques? C'est quoi ton avis? Honnêtement, je sais pas si j'ai un avis tranché là-dessus. J'aimerais que oui, personnellement, Ok. mais je suis pas sûre et puis, je pense pas que ce soit aussi noir ou blanc, en fait. Je pense qu'il y a des choses, entre les 2. Et je suis totalement d'accord avec toi qu'en fait, c'est une compétence de d'écrire un CV et qu'en fait, tout va dépendre ce que cherche l'entreprise, l'employeur. C'est-à-dire que il faut remettre les choses dans leur contexte. Si je cherche, effectivement un chef de projet organisé, bah, peut-être que la structuration du CV va être hyper importante et son design beaucoup moins. Et d'ailleurs, c'est le cas, des ingénieurs des CV des ingénieurs qu'on a pu voir sur des métiers du BTP ou autres, qui ont des CV parfois très structurés et pas forcément très beaux. Mhm. Et ça passe sans problème, hein, parce que c'est ça qu'on recherche. Et peut-être si je cherche quelqu'un qui va travailler dans le graphisme, dans la mode ou autre, bah là, on va prendre en compte évidemment le design du CV. Et c'est là où je pense qu'il y a des limites, parce qu'à part ces métiers-là, finalement, euh, est-ce qu'on a identifié les compétences qu'on cherche? Enfin, je veux dire, et là, c'est la même chose pour le cas pratique. Finalement, si je fais un cas pratique pour vérifier la structuration de la pensée et le design de la personne ou la manière de designer dans l'espace, super, je peux le faire, hein. Mais c'est pour ça qu'on met pas nos tests en catalogue comme ça, parce qu'en fait, pourquoi tu testes ça? Mhm. Est-ce que c'est de Ouais, je ça dont tu as comprends. vraiment besoin en priorité? C'est peut-être pas du tout ça dont tu as besoin. Tu as besoin de quelqu'un peut-être qui va savoir rédiger, effectivement. Donc pourquoi pas la lettre de motivation? On peut le mettre en cas pratique. La lettre de motivation, c'est vrai que c'est bien préparé quand même. Tu vas peut-être avoir besoin de quelqu'un qui a une aisance orale, quelqu'un qui a une capacité d'écoute, quelqu'un qui va vraiment être empathique, quelqu'un qui va, là c'est dans le conseil plutôt. Et effectivement, le CV, bah, peut-être qu'il va être mal structuré, peut-être qu'il va pas refléter beaucoup de choses, mais là, il a aucune utilité. Donc en Oui, fait, voilà, ça va vraiment dépendre du contexte et de l'identification des compétences au préalable. oui, complètement. Et en plus, on en revient aux soft skills. C'est pas le tout d'écrire sur son CV à l'écoute ou d'autres compétences comme ça, mais le vivre et bien le voir à travers un cas pratique. Oui, c'est toute la différence parce que on peut mettre il y a aussi des mauvaises pratiques hein, sur les CV. Hein. Mmh. Il y a aussi des gens qui vont mettre des choses pour correspondre à l'offre, mais Bien sûr. en réalité, durant la phase de test, on va s'apercevoir qu'en fait non, ça matche pas. Est-ce que pour des gens qui nous écouteraient, que ce soit à la fois d'un côté recruteur ou côté candidat, cette phase un peu de cas pratique, de test, elle peut parfois faire peur aux candidats parce qu'on se dit ah là là, je vais être jugé, etc. Donc en tant que candidat, est-ce que tu as des petits tips, des astuces à donner lorsqu'on se retrouve face à un cas pratique? Je sais qu'il y a quand même des étudiants aussi qui nous écoutent sur ce podcast. Euh, et peut-être après de nous dire côté recruteur, est-ce que il y a une bonne façon d'amener le cas pratique, tu vois, parce que encore une fois, c'est pas tiens je te jette ce truc-là en pièce jointe. Faut que ce soit argumenté, expliqué de façon assez pédagogique, qu'on comprenne la finalité. Donc raconte-nous ça. C'est marrant en fait parce que du coup, quand tu présentes ça, on a l'impression que du coup, ça peut être un frein pour Ouais, les candidats. Alors ça l'est hyper rarement. C'est-à-dire que ok, c'est plutôt l'inverse. ouais, On a plutôt 30% des candidats qui postulent parce que c'est un test, qui n'auraient pas ok, postulé si ça c'est c'était un génial. CV. Donc en fait, c'est un peu l'inverse. Alors après, ça peut être vrai sur les métiers, encore une fois, d'expertise, où les gens sont plutôt très demandés et vont pas faire l'effort d'eux. Mais en vrai, on a des tests qui durent entre 10 minutes et 30 minutes maximum et qui donc a priori sont pas forcément plus longs que de personnaliser une lettre de motivation et un CV et qui en Mhm, plus sont anonymes. C'est-à-dire ok, on n'a pas de résultat d'identité avant d'avoir évalué la candidature. Donc donc du coup, en fait, on a des choses qui sont, beaucoup plus
juste et beaucoup plus, valorisant pour l'entreprise et on a des candidats qui sont d'autant plus motivés pour passer les tests. Oui, un candidat qui, aurait hésité, à cliquer sur «Je postule», parce qu'il se dit: «Ah, je corresponds pas à toutes les cases». Là, au moins, il va se dire: «Ben, je prends ma chance et puis, on verra bien». C'est sûr que ça ouvre un peu plus le champ des possibles. Bon, excuse-moi alors du coup d'avoir Non, non, été non, non, aussi mais parce que naïf. du C'est coup, il y vrai a que quand même non, mais il y a quand même des tips à donner effectivement, ouais. effectivement, ça je te l'accorde, mais quand même, juste pour finir là-dessus, c'est hyper important parce que c'était un outil qui se voulait être pour les nouvelles générations qui ont des profils et cetera, un peu diversifiés et en fait, j'ai énormément de seniors qui postulent. OK. Parce qu'en fait, eux aussi sont, bannis, facilement des CV, en tout cas de la présélection sur CV, pardon et là, il y en a beaucoup qui postulent pour avoir leur chance. Alors, c'est ça, c'est vraiment là où c'est intéressant pour nous, c'est de montrer que finalement, c'est vraiment un outil qui peut, être mis, comme un outil de non-discrimination. Vraiment et ensuite pour les tips, parce qu'effectivement, on le dit d'ailleurs, hein, dans les mails de refus parfois, la nouveauté de la méthode a pu vous avoir aussi, perturbé, en tout cas voilà, vous n'avez pas été, présélectionné. Oui, effectivement, il faut être au calme. C'est la principale, des choses, qu'il va falloir faire ou qu'on va demander. On a des candidats qui essaient de le passer sur le téléphone parce que c'est compatible, aussi avec les mobiles, mais parfois, quand il y a un enregistrement audio vidéo et qu'on est dans un bus, forcément, c'est pas évident. Donc la priorité, c'est d'être, au calme et de pouvoir se concentrer pour se donner au maximum. Ensuite, ensuite franchement, je pense qu'il y a pas grand-chose d'autre à savoir. Il y a effectivement un biais qui existe, comme il peut en exister, beaucoup sur CV, c'est le biais de l'informatique. Si c'est des outils en gros, il faut avoir un minimum de d'aisance informatique pour pouvoir utiliser le test, même si honnêtement, pour la plupart de nos tests, ils sont hyper simples, faciles et ludiques. Il y a que les tests qui sont justement orientés outils informatiques qui peuvent être un peu complexifiés. Donc on travaille OK. la pédagogie pour ça aussi. Mais, à part être au calme et se réserver un temps, qui est d'ailleurs indiqué normalement sur la page, de présentation, j'ai pas vraiment d'autres conseils à donner. Top. Hem, J'en parle pas non plus, tant que ça sur ce podcast, mais bon, j'imagine que là, la crise sanitaire, ça a quand même, rebattu pas mal les cartes pour certaines entreprises qui devaient continuer au final de recruter. Mais voilà, les entretiens, se sont vus un petit peu, peut-être, faits sur Zoom ou sur des outils, à distance, versus, au sein même de l'entreprise. J'imagine que pour vous, ça a été aussi une fenêtre, voilà, d'opportunité peut-être. Qu'est-ce que tu as vu comme changement aussi, suite à cette crise-là? Qu'il y a des choses qui vont peut-être même perdurer, sur les parties recrutement? Alors, bon, j'ai pas encore une fois, l'intention de parler pour tout le monde, hein, c'est Oui, vraiment, oui. pour nous là. Alors, chez People In, on a vécu, donc, ce Covid, de manière, un peu différente selon les périodes et on a pu apprendre plusieurs choses. Alors la première période vraiment, on était dans le service recrutement. Mmh. Donc, comme un cabinet, on recrutait entièrement pour nos clients et effectivement, il y a eu un temps d'arrêt, réel et on a vu une coupure dans les recrutements assez nette jusqu'en septembre 2020 quasiment, et des pratiques qui ont évolué. Effectivement, les présélections, et même les premiers entretiens se sont tous déroulés, via, des modes de visioconférence divers et variés qui ont émergé d'ailleurs. Ça, je pense que ça va vraiment perdurer. Mmh. C'est un temps gagné, sur, les déplacements parce qu'il y a aussi beaucoup de candidats, qui peuvent, faire de la route, de la distance, donc de part et d'autre, ça va je pense que ça va perdurer. Les entretiens finaux, pour les peu de recrutements qui ont été maintenus, ils sont toujours en réel. Enfin, moi, en tout cas, mes clients, ils ont toujours réalisé les derniers entretiens en réel. Ça ne change pas parce qu'il doit quand même se passer quelque chose. On doit quand Mmh. même voir le candidat et vérifier que, bah, ça match. Oui, c'est du feeling, c'est ça? C'est une histoire aussi de est-ce qu'on s'entend bien avec la personne? Parce qu'avant tout, on reste des hommes et des femmes qui partageons un moment ensemble. Alors oui, c'est au travail, mais il faut qu'il y ait ce feeling-là. Complètement. Alors après, ça peut effectivement varier un petit peu si on parle d'alternance ou de stagiaires longue durée ou autre, parce qu'il y a moins d'enjeux. Mmh. Mais effectivement, dès qu'on est sur, du CDI, du CDD long terme, les clients veulent voir le candidat et c'est bien normal parce qu'il se passe ça. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, parce qu'on me l'a déjà dit, mais, évidemment, le test remplace pas les entretiens, hein. C'est Mmh. l'étape de présélection, il remplace éventuellement le CV,
mais il remplace pas l'entretien. Enfin, l'entretien, on voit tout le reste et c'est primordial. Mais c'est vrai que pour le coup, avec le fait de faire le test avant, ça donne aussi peut-être des bases et des clés et des pistes pour l'entretien, qui enchaîne. Complètement. Mais alors, honnêtement, la vraie différence, c'est on voit pas les mêmes candidats en entretien. Mmh. C'est ça la vraie différence. Il va y en avoir sur 3, il va y en avoir un qu'on aurait sélectionné sur CV et 2 peut-être qu'on n'aurait pas sélectionné sur CV et finalement, c'est pas toujours celui qu'on aurait sélectionné sur CV qui passe. Après, c'est possible que oui, bien entendu, parce qu'il est là aussi, il est motivé aussi, mais c'est pas vraiment une vérité, hein. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'au final, une fois qu'ils arrivent en entretien, ces candidats, ils peinent pas à montrer, qu'ils sont compétents et qu'ils vont y arriver. Ils ont toutes leurs chances, en fait, mais il faut y arriver en entretien. Donc l'outil sert aussi à ça. Voilà. Excellent. Après, pour finir sur la période un peu de transition, bah, je pense pas que ça va être, enfin qu'on va vraiment vous donner des indications pertinentes parce que nous aussi on est en train de switcher. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On est en train de passer du service à l'outil. Mmh. Donc c'est un peu nouveau pour nous aussi. Donc on a des entreprises qui ont besoin de l'outil pour recruter. On va se concentrer en plus sur des entreprises qui a priori recrutent plutôt sur des mêmes types de postes pour optimiser le test. Donc c'est vrai que ça fait pour nous un récent changement sur lequel on n'a pas assez de retour d'expérience pour dire aux auditeurs, oui, là, il y a un vrai gros changement qui se passe dans les entreprises. OK. Mais attardons-nous du coup un peu sur, ce changement un peu stratégique pour vous, pour Pipeline. Comment ça se décide ce genre de changement? Parce que j'imagine que voilà, vous avez un modèle, vous trouvez une forme d'équilibre, même si la notion d'équilibre en entreprise est toujours, instable. Donc vous trouvez une forme de business model aussi, c'est ça? Avec, cette partie du cabinet de recrutement. Et comment ça se passe? C'est quoi les discussions? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Comment on passe d'une partie de l'entreprise, d'une version de l'entreprise à une autre? Alors, pour être totalement transparente, ça a toujours fait partie des prévisions. Quand je OK. présentais People In sur des financiers ou autres, ça a toujours fait partie des prévisions. D'ailleurs, on m'a même dit, mais fais-le tout de suite. Et j'ai toujours dit, déjà, de un, j'ai pas les moyens. À moins que vous me prêtiez l'argent tout de suite, je vois pas comment je vais créer une plateforme avec le budget que j'ai. Et deux, en fait, comment on fait pour se lancer sur un outil sans avoir expérimenté avant que ça fonctionnait et que le marché était prêt? Enfin, moi, j'ai pas envie de lancer un outil à 1 million si derrière il y a pas de marché. Complètement d'accord. Donc l'idée, c'était que le service vérifie tout ça, qu'on montre que, bah, finalement, il y avait des entreprises qui étaient prêtes à passer le cap, que, bah, les tests, ils fonctionnaient parce qu'effectivement, pour le coup, bah, on a diminué le turnover chez certains clients. Nos résultats, ils sont vraiment incroyables sur les périodes d'essai validées, surtout les postes cadres, donc oui, ça fonctionne. Donc ça, on avait besoin de l'appréhender et c'est fait et donc du coup, ça faisait partie des prévisions. Pour le coup, on a pris du retard même dans le passage à l'outil pour 2 raisons. Un, effectivement, la période de Covid, donc qui nous a mis un peu des bâtons dans les roues. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Donc problématiques de trésor qui sont propres à, je pense, à beaucoup de startups aujourd'hui. Pour se lancer sur un tel changement, il faut avoir de la trésor d'avance parce qu'on Mmh. sait qu'on va pas du jour au lendemain vivre de l'abonnement. Et donc jusqu'à maintenant, on essayait de faire les deux, de lancer l'abonnement et de continuer à vivre avec le service parce qu'on n'avait pas la trésorerie bah, qu'il nous fallait pour ça. Et bah, après, bah, il se trouve que là, j'ai levé suffisamment d'argent auprès de partenaires bancaires et en particulier de la BPI Mmh. pour assurer une tranquillité qui fait que, bah, aujourd'hui, on peut dire stop et vraiment se consacrer à l'outil. Donc c'est Génial. une décision stratégique qui est aussi appuyée sur des revenus financiers. Excellent. Bah, écoute, moi, je vous souhaite plein de succès sur cette Merci. version-là. C'est hyper intéressant ce que tu as dit et les gens qui sont fidèles à ce podcast ne seront pas surpris que je sois complètement d'accord avec ce que tu as dit sur le fait de, bah, d'abord valider son marché, même en faisant des actions, voilà, manuelles et qui sont pas possibles d'être mises à l'échelle. Et qu'une fois qu'en effet, on a la sécurité de déployer une nouvelle, solution, qui va permettre de scaler comme on dit, Mmh. là il faut le faire. Et puis, j'entends bien que, tu es bien accompagné, ça me permet de faire une petite dédicace aux premières, qui nous ont mises en relation donc merci, merci au réseau Les Premières
Notamment sur la partie écosystème, du coup, tout à l'heure, je disais que tu as débarqué en Provence. Qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème en Provence? J'ai eu donc Laurie Gigiola qui, elle, est plus côté Marseille. Et toi, tu es un peu plus dans les terres à Avignon, c'est ça? Et Ouais. du coup, raconte-nous qu'est-ce qui se passe parce que tu es aussi très impliqué. Tu es membre du bureau French Tech Grande Provence. Et Laurie Raconte-nous. aussi, hein, à Oui, Marseille. oui, Hein. exactement. Et Ouais, Laurie ouais, aussi, on super. en a parlé. J'ai la chance de vous avoir toutes les deux consécutivement. Raconte-nous un peu, voilà, aussi de ton côté, là, plus dans les terres en Provence, et qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème technologique là-bas? Alors, moi, j'ai vraiment débarqué effectivement il y a quelques années à Avignon, hein, donc je connaissais rien ni personne, donc l'écosystème, il est un peu, j'allais dire étrange en fait, parce que d'un côté, on a l'impression qu'il y a un potentiel vraiment incroyable et de l'autre, ça peine à émerger, honnêtement, hein, en toute transparence. Donc je me suis très, très vite rapprochée de la French Tech. Déjà parce que j'ai travaillé dans un tiers-lieu qui est, je travaillais dans un coworking, qui était juste à côté physiquement de la French Tech, Grande Provence, et puis parce que finalement, ils ont été, via l'accélérateur qu'ils avaient, qui était accolé à la French Tech à l'époque, qui n'existe plus, mais ils ont été les premiers à tester mon outil Ok. pour recruter. Donc via un partenariat. Donc ouais, je me suis vite rapprochée de la French Tech Grande Provence. Aujourd'hui, je suis ravie, j'en fais partie, je fais partie du bureau et je suis assez impliquée sur toutes les questions RH notamment. Et je vois que vraiment il y a une récente et nouvelle implication et émergence une effervescence qui est vraiment en train de se créer et qui génère vraiment des interactions entre les différentes entreprises locales. Là, je pense qu'en quelques années, il y a vraiment une vraie évolution là-dessus. Il n'y a pas énormément localement d'accompagnateurs, j'ai envie de dire. Donc, je suis allée Ouais. jusqu'à Aix, c'est ce que je disais avec les premières, pour être accompagnée. Il y en a quelques-uns assez spécialisés, notamment dans l'agroalimentaire, qui est quand même un des cœurs du sujet technologique et pas que technologique d'ailleurs, mais qui est un des cœurs, un pôle entrepreneurial vraiment à Avignon. Donc, il y a de quoi faire encore, je pense. Il y a de quoi évoluer sur la région. Mais entre la French Tech et les accompagnateurs aussi plus institutionnels. Il y a Mhm. aussi notamment Vocus Provence Attractivité, le réseau Entreprendre qui est présent, beaucoup de réseaux de business Mhm. locaux. Donc il y a cette émergence qui essaie vraiment de se créer malgré une ville qui est quand même une ville où l'emploi est difficile, hein, sur Avignon. Donc Ok. voilà, moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une émulation. Ouais, on est au début de quelque chose qui est en train de grandir, et ça c'est top, qui est enfin en train aussi de se structurer, se consolider, et c'est ce que j'entends à travers ce que tu dis, top. D'un point de vue plus personnel, tu le disais, donc il y a quelques années, au moment où tu as débarqué en Provence, tu te posais plein de questions sur voilà, entre tes envies aussi à titre perso, les défis que tu avais envie de relever. Aujourd'hui, avec ces 4 années de recul, qu'est-ce que tu peux te dire que ça t'a apporté là, cette nouvelle entreprise, ce nouveau défi entrepreneurial? Parce que oui, il y a eu le premier plein d'apprentissage, et il y a eu le second. Ouais, j'imagine que c'est bien différent entre entreprendre avec ta maman à 25 ans Ouais, et ouais. entreprendre aujourd'hui en volet plus start-up. Mmh. Raconte-nous, ça a été quoi le plus gros apprentissage au final? Il y en a eu beaucoup effectivement, tu as raison de le signaler. L'une des principales différences, effectivement, c'est que, là, je suis dans un autre univers. L'univers startup, il est ultra codifié. Il y a beaucoup d'apprentissage à avoir aussi quand on entre dedans. Pour moi, c'est très difficile. Enfin, ça a été très difficile, hein, comme tout ce qui est normé, hein, en fait, hein. Parce Mhm. qu'on a beau être dans un univers, qui se veut, disruptif, et ben, en fait, tout est codifié. Ouais. Donc et ça, c'est un peu difficile. Ça a été pour moi l'étape, un peu cruciale. Je suis aussi, vraiment partie prenante des réseaux maintenant, que ce soit la French Tech comme tu disais, mais aussi même, j'ai vu avec d'autres entrepreneurs avec lesquels on échange, après avoir été accompagnée par plusieurs, entreprises, enfin plusieurs accompagnateurs. Du coup, on se retrouve à avoir des échanges entre entrepreneurs et en fait, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être beaucoup plus reconnue comme chef d'entreprise qu'avant. Avant, c'était une expérience plus comparable à du freelance, on va dire. Là, Ok. aujourd'hui, je suis reconnue comme chef d'entreprise, c'est assez,
C'est assez intéressant, mais pour en arriver là, ouais, il y a dû avoir des apprentissages, c'est certain. Typiquement, j'ai appris que tout pouvait s'arrêter aussi du jour au lendemain. Ça, c'est certain. Qu'il fallait être ultra persévérant, ce qui n'est pas à la base ma qualité première, je pense, mais d'être ultra persévérant, vraiment d'en vouloir tout le temps. Je pense aussi que une des erreurs que j'ai pu faire, c'était d'être partie avec un associé qui n'était pas opérationnel à 100%, qui était plus stratégique. Et on le savait dès le départ, hein, et c'était un peu une erreur, je pense. Alors c'est pratique au niveau des pourcentages parce que du coup il y a un vrai chef qui était moi en l'occurrence, et ça plaît pour les prêts, pour les investisseurs, mais par contre c'est le stress, il est sur une seule personne. Le Mhm. partage des difficultés du chef d'entreprise, bah, il ne se fait pas ou pas autant. Et ça, c'est crucial en réalité. Je pense que si je devais le refaire, je le referais pas tout à fait comme ça. Je Ok. pense que d'avoir deux têtes, ça, même à part inégale, c'est quand même important. Parce que oui, je pense que on apprend que il faut vraiment prendre sur soi à plein de Mhm. moments, et c'est pas toujours une nature en tout cas, et il faut quand même y arriver. Voilà, après, je pense qu'on apprend aussi sur soi. Je pense que typiquement, d'avoir réussi à lever des fonds, même si c'est des partenaires, et d'avoir dit, bah, à un moment donné, stop, on peut plus faire les deux en même temps. On perd du temps, on perd de la masse salariale, enfin, on perd vraiment de l'énergie. Donc maintenant, stop. Bah oui, je pense aussi qu'on apprend sur soi, et on apprend à se découvrir en se disant que ouais, on fait des choses dont on se serait peut-être même pas cru capable. Donc c'est hyper enrichissant aussi. Top. Et du coup, si tu devais recruter en entrepreneur, je fais cette image exprès parce Mmh. qu'on a parlé beaucoup de recrutement, la soft skills la qualité, on va dire, numéro un que toi que tu mettrais en avant, ce serait quoi? Bah, t'as dit persévérance, je pense que Ouais, mais il y en a une c'en est autre. une. Mmh. Ouais. Il y en a une autre honnêtement, je pense qu'il y a aussi l'adaptabilité, la flexibilité. J'ai travaillé avec des gens, que j'ai perdus quoi, en bout de 2 heures, enfin parce qu'en fait, j'exagère, mais d'une semaine à l'autre, tout change tout le temps, et bah, on fonctionne bien comme ça, mais il Mhm. faut pouvoir effectivement, parfois c'est un peu stressant, parfois c'est un peu frustrant et fatigant, mais c'est aussi ça qui est génial. C'est que du coup, bah, oui, on va être hyper agile, on va évoluer à la demande, au besoin, et tout le monde n'est pas prêt, ou alors il faut un temps d'adaptation. Je sais que mon conjoint qui s'est lancé aussi, il y a eu un temps d'adaptation entre les grands groupes dans lesquels il faisait partie, où il y a un temps de latence, un temps d'avancement sur le projet qui est tel que bah, après on n'a pas l'habitude tout simplement d'arriver et que ce soit que ça se fasse en une semaine, que la semaine d'après on dit bah là on en est où, on passe à autre chose. C'est vrai que ça peut être déroutant, mais je pense qu'il faut pouvoir le faire. Si on n'est pas capable de le faire, honnêtement, ou si on s'en sent pas capable, Mhm. bah franchement ça va être difficile. Top. Ouais, mais je pense que c'est hyper éclairant comme conseil, l'adaptabilité. Et ça me fait penser à l'épisode que j'avais enregistré avec Camille Mathis. Alors sur une autre forme, mais lui il dit attention au mauvais ego aussi, parce que il faut une forme de confiance en soi, d'ego, etc. Il faut être blindé, hein, être prêt à recevoir des critiques, etc. Mais il faut aussi laisser le mauvais ego de côté parce que ça peut nous aveugler sur certaines prises de décision. Donc l'adaptabilité, c'est aussi ça en partie, de dire ben ok, je pensais ça la semaine dernière, j'ai vu que j'ai eu tel et tel retour. Ok, si le marché dit ça, ben il a certainement raison. Je laisse un peu ça de côté en ce qui me concerne et puis hop, je me mets en action quoi. C'est ça, c'est le plus difficile, hein, parce qu'il faut Mhm. être à la frontière entre la persévérance, l'entêtement, ouais, vraiment le fait d'aller au bout de ses idées, etc. Et en même temps, être à l'écoute, être sensible à ce que dit le marché, être sensible à ce que vont dire des experts aussi. Enfin, je suis aussi accompagnée par la Tomcat Factory à Paris, où c'est Mhm. des experts, des plateformes, etc. Et donc, faut être sensible à tout ça, et en même temps se dire bon, en même temps, j'ai un projet, je vais au bout. Mais et donc faire ce mix, cet emballage, et se dire bon là maintenant ça j'arrête, ça je continue, ça j'arrête, ça je continue, ça je reprendrai après, et on démarre par ça. Et c'est vrai que c'est très difficile, ça peut être très compliqué. Mais je voulais quand même juste dire un truc aussi sur l'adaptabilité, parce que c'est vrai que quand on dit il faut être adaptable, on a tendance à dire ah bah oui mais tout le monde se sent adaptable, ou tout le monde a envie d'être adaptable, et enfin moi je pense que enfin c'est pas grave en fait de pas être super flexible, super adaptable, et de pas se sentir capable.
de changer de route toutes les semaines. On est peut-être, enfin, déjà, je parle pour une entreprise qui est quand même une entreprise à caractère innovant, en mode start-up. Toutes les entreprises ne se valent pas là-dessus, hein. Il y a des Tout à entreprises qui fait. sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, qui a moins ce rythme-là. Et en plus, c'est pas grave non plus de pas avoir tous envie de monter une entreprise. C'est, Complètement. et puis c'est pas pareil aussi d'être freelance et de monter une entreprise. C'est pas les mêmes pressions, et cetera. Donc je veux dire, il y a pas de pression à se mettre à mon avis. Je veux dire, on a aussi besoin, de gens, qui sont, un peu moins, flexibles et qui aiment aussi la routine de certaines missions, parce que sinon on n'avance pas, en fait. Moi, je peux pas avancer sans ça. Donc voilà. Complètement d'accord avec toi. On n'est pas obligé de tous tomber dans la Startup Nation Mmh. et l'entrepreneuriat pour tous. Non, non, il y a moyen de vraiment bien s'épanouir au sein de sociétés et qui aussi doivent donner des clés à ses salariés pour qu'ils dépassent parfois leurs fonctions, qui montent des projets en interne. Mmh. L'intrapreneuriat, au final, c'est quelque chose qui doit être aussi possible. C'est hyper chouette. J'ai peut-être deux petites dernières questions. Je Oui. vois que l'heure tourne et qu'on a quasiment fini. Peut-être une ressource à nous partager autour de cette grande thématique qu'on a abordée. Ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qui fait partie de ta veille, que tu consultes régulièrement, voilà, pour les gens qui aimeraient aller un peu plus en profondeur. Bah, honnêtement, il y a des médias quand même, qui sont assez, reconnus sur la question. Enfin, je pense à Parlons Ouais, RH, ok, qui est vraiment un média intéressant. Pour les candidats, honnêtement, je trouve que Welcome to the Jungle apporte aussi des bonnes clés. Donc enfin, honnêtement, top, voilà, excellent. c'est pas mal là-dessus. Ouais. Excellent, ben, je mettrai ça dans la description du podcast. Et puis enfin, une dernière question. Tu le disais, tu avais des envies aussi voilà, d'avoir du temps peut-être pour toi, pour ta famille, etc. Mmh. Comment tu arrives à gérer cette balance équilibre vie perso, vie pro? Est-ce que tu as une astuce d'entrepreneur, quelque chose voilà, sur de l'organisation, sur un rituel, quelque chose qui fait que tu arrives à gérer ça? Ah, c'est la dernière question qui est la question qui tue, c'est ça? C'est non, Non, non. je sais pas si c'est, je vais déculpabiliser peut-être beaucoup de gens, hein. J'y arrive pas. Honnêtement, j'y arrive pas. Ok. C'est hyper difficile. Moi-même, je pense que je regarde des conseils là-dessus, je suis des podcasts là-dessus parce qu'à un moment donné, c'est hyper culpabilisant, quoi. Soit on n'a jamais assez de temps pour sa famille, soit on n'a jamais assez de temps pour le travail. Donc c'est pas facile et puis, en fait, je me dis: «Puis mince, quoi, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on est que des humains, quoi». Il faut accepter le flow, qu'il y a des fois ça marche, des fois ça marche moins bien et C'est ça, je suis en train d'essayer je régule un peu quand même les horaires. Enfin, moi, mon rythme de travail, typiquement, normalement, je réserve plutôt les entretiens, les rendez-vous l'après-midi mmh. parce que je suis hyper efficace le matin. Donc du coup, j'essaye de réguler un peu, de bien comprendre mon rythme. Éventuellement, enfin, pareil, du coup, comme je finis pas très tard le soir parce que j'ai un enfant, du coup, j'essaye de me lever un peu tôt, Mmh. certains, 2-3 fois dans la semaine et puis, si j'y arrive parce que c'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'est clair qu'à un moment donné, je me dis, j'ai beaucoup culpabilisé, puis maintenant je me dis un peu: «Bah, en fait, on fait comme on peut et si, j'y arrive, comme ça et ben, c'est tant mieux». C'est-à-dire entre 2 et puis j'ai pas encore un mode robot. Je le cherche un peu, mais si quelqu'un a des solutions pour moi, je suis preneuse. Ça marche, ça marche. Bon, non, mais je trouve que c'est hyper cool que tu dises ça. Voilà, encore une fois, merci pour voilà ta transparence là-dessus. C'est vrai que des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, et puis bah, c'est ok quoi. Encore une fois, Ouais, c'est ok. Donc c'est et puis si quelqu'un a des astuces et qui a envie de te les partager, eh bien je mettrai aussi ton LinkedIn avec plaisir. en description, ainsi que ben forcément le site web de Pipoline. Je te remercie infiniment, Elodie, pour tous ces partages, voilà, tout ce que tu nous as raconté aussi sur ce marché-là que moi je connais pas bien, tu vois, j'ai jamais été trop en position de recruter ou autre, ça s'est certainement entendu à mes questions un peu trop naïves, mais c'était hyper intéressant. Il y a en effet beaucoup de chemin à faire et je pense que voilà, les années qui vont arriver vont être hyper intéressantes sur le marché du travail. Donc j'imagine c'est passionnant pour vous pour développer Pauline et vous lever le matin. Merci infiniment. Bah, merci, hein, Guillaume. Je te dis à bientôt. Bon vent à Pipoline et à la prochaine. C'est la fin de cet épisode et si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe plein d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres. C'est simple, on est dispo quasiment partout. Prenez soin de vous et à bientôt.